Bonjour à toutes et à tous. Je suis un petit peu impressionnée par la mise en scène là, donc c'est la première fois que je fais cet exercice, donc je compte sur votre bienveillance. Et en plus, c'est une recherche que je suis en train de mener. Pardon. C'est une recherche que je suis en train de mener, donc qui est un peu toujours en cours, mais j'espère arriver à vous délivrer le message que j'ai envie de vous délivrer. Donc je vous rappelle que ça s'appelle l'écologisme contre le développement durable. Alors d'abord, je vais revenir sur ce qu'est le développement durable. Et en fait, je vais essayer de montrer que le développement durable n'est pas du tout un changement de paradigme, qu'au contraire, on reste dans un paradigme moderne. Et je vais vous critiquer notamment 2 points. L'instrumentalisation de la nature par un homme qui veut être comme maître et possesseur de celle-ci. Et je vais aussi faire une critique des besoins. Et puis après, je vais essayer de montrer que l'écologie et l'économie, c'est 2 logiques différentes. Certains disent même que c'est 2 logiques contradictoires. Et après, je dirais pourquoi est-ce qu'il faut faire le choix de l'écologisme, pas de l'écologie seulement, contre le développement durable et contre une certaine modernité un peu absurde dans laquelle nous vivons. Vous êtes d'accord avec ce programme ? On va dire que oui. Merci. Alors, donc, le développement durable, il a émergé dans les années 70 à un moment où on se disait que notre mode de vie n'était plus durable ou n'était plus soutenable. Et on a d'abord parlé d'éco-développement, notamment lors de la conférence de Stockholm en 72, qui était sur l'environnement humain. Et c'est à partir de 1987 qu'on va parler de Sustainable Development, ou développement durable, qu'on a traduit comme ça et qui est aussi une traduction problématique, mais je ne reviendrai pas là-dessus. Et cette expression est reprise d'un rapport de la Commission mondiale sur l'environnement et le développement. On l'appelle généralement le rapport Brundtland, qui est le nom du principal rapporteur. Et voici la définition qui est donnée du développement durable. C'est un développement qui satisfait les besoins des générations présentes sans compromettre l'aptitude des générations futures à satisfaire leurs propres besoins, à commencer par les plus pauvres. Alors donc on voit tout de suite qu'il y a une référence très directe au développement et qu'il y a cette notion de besoin, de besoin actuel et puis de besoin pour les générations futures. Ce qui est intéressant quand on lit un petit peu plus le rapport, je n'ai pas tout lu, je vous avoue, il fait 150 pages, surtout comme je ne suis pas tout à fait d'accord avec le truc, voilà. Mais bon, c'est quand même intéressant d'aller un peu plus loin. Et en fait, je vais vous donner une des phrases qui dit « Nous envisageons plutôt la possibilité d'une nouvelle ère de croissance économique s'appuyant sur des politiques qui protégeraient, voire mettraient en valeur la base même des ressources. Nous estimons que cette croissance est absolument indispensable pour soulager la misère qui ne fait que s'intensifier dans une bonne partie du monde en développement. Mais l'espoir que la Commission place en l'avenir est conditionné par la prise immédiate de mesures politiques décisives pour commencer à gérer les ressources de l'environnement de manière à assurer un progrès durable et à garantir la survie de l'humanité. » Bon, alors dans ce truc-là, ce qui m'intéresse, c'est notamment la répétition à outrance du mot « ressources », des ressources de l'environnement. Même le mot « environnement » est assez symptomatique. Parce que finalement, l'environnement, ça veut dire qu'il y a l'homme d'un côté et tout ce qui l'entoure, qui est l'environnement, qui est en plus qui est un anglicisme. Donc c'est une vision très très anthropocentrée. Voilà, je reviendrai là-dessus. Donc le développement durable, finalement, il y a 3 piliers que vous devez certainement connaître, l'économique, le social et l'environnemental. Et donc pour atteindre le développement durable, il faut de l'efficacité économique, de l'équité sociale et le respect de l'environnement. C'est au croisement de ces 3 exigences-là qu'on arriverait au développement durable. Voilà, parfois on l'associe au principe de précaution, ou la prudence, l'équité générationnelle, la participation démocratique aussi.
Alors finalement, certains auteurs, notamment Fabrice Flippo, qui est un auteur intéressant pour ceux qui s'intéressent à la question écologique et qui essayent de définir ce qu'est l'écologisme, dit que le développement durable, c'est un principe normatif dépourvu de normes. Et donc en fait, c'est une problématique qui prend un ensemble de problèmes et qui les met ensemble. Voilà, mais en fait, il est dépourvu de normes, ça veut dire qu'en fait, il est très peu opérationnel. On ne dit pas comment est-ce qu'on va faire pour arriver à ce développement durable. Donc le développement durable, en fait, quand il va émerger en 1700, l'expression va apparaître en 1700, ça fait un peu loin, 1987, en fait, il ne va pas y avoir un buzz médiatique incroyable, on va s'en ficher un petit peu, mais par contre, il va devenir très à la mode au XXIe siècle, et il va avoir une traduction, notamment dans le monde de l'entreprise, assez importante, avec la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Et donc la RSE, je vais vous passer toutes les définitions, mais elle est tout à fait liée à l'écologie. Il parle d'écologie dans la définition de la RSE. Et le but, c'est d'atteindre le développement durable. Où les entreprises donc, doivent se saisir de ces questions-là et faire en sorte que leur développement soit durable. Voilà, il va y avoir aussi quelques traductions, notamment en France. Donc on va avoir notamment la charte de l'environnement avec l'article 6 qui va être ainsi formulé. Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Alors je dis un peu tout ça parce que moi je trouve ça très marrant qu'il y ait un tel consensus autour du développement durable. C'est déjà une première indication qu'il y a un truc qui ne va pas tout à fait. Donc à la fois l'État, et puis c'est le Congrès qui a adopté ça, donc ça veut dire que tout le monde une très très large majorité était d'accord. Les entreprises essayent de faire du développement durable, et puis à l'ONU on fait du développement durable. Bon, tout le monde est tout à fait d'accord, mais finalement on voit bien que déjà le développement durable est associé quand même à une croissance économique, une nouvelle ère de croissance économique, qu'on parle de gestion des ressources, etc., etc. Bon, donc ça pose beaucoup de questions, notamment sur l'opérationnalité, mais je vais me concentrer du coup sur deux éléments qui m'importent. Le premier, c'est l'instrumentalisation de la nature, qui transpire vraiment dans la définition du développement durable et tout le rapport Brundtland. Et ensuite, on va s'intéresser à l'usage du terme besoin. Voilà, des besoins. Alors, par rapport pour vous parler de l'instrumentalisation de la nature, je vais revenir sur la définition du terme ressource, donc, qui est très très employé. Le terme ressource, en fait, donc c'est le substantif, si on revient à l'étymologie, c'est le substantif de l'ancien verbe résoudre, dont le participe passé voulait dire se relever, surgir de nouveau. Et donc, en fait, la ressource, c'est proprement une seconde ou une dernière source, une chose qui relève un moyen qui fait sortir de l'embarras. Donc, je trouve qu'à travers cette utilisation de ressources, on a vraiment cet élément propre à la rationalité moderne qui est on y a un problème et donc on va trouver une solution. Et la solution, ça sera la ressource. Et en parlant des ressources de l'environnement, ressources naturelles, finalement, rien que dans le mot ressources, on voit déjà l'instrumentalisation de ce qu'on appelle la nature, qui serait extérieure à l'homme et qu'on va utiliser pour résoudre un problème particulier. Et ça suggère en plus une vision très anthropocentrée, une vision très anthropocentrée de la nature, comme si la nature n'était là que pour servir nous, nos désirs, et pour répondre à tous les problèmes qu'on pouvait se poser. Bon, alors du coup, on peut se demander, je suis sûre que vous avez déjà la réponse, d'où vient cette raison instrumentale, cette instrumentalisation de la nature. Donc ça a beaucoup été dit, on la trouve notamment chez Descartes, d'abord chez Descartes qui serait le fondateur de la pensée moderne et qui voudrait rendre l'homme comme maître et possesseur de la nature. Donc
voilà, ça veut dire que déjà on a ce rapport un peu de nature, instrument de l'homme, mais on peut aller encore plus loin en fait dans l'analyse du discours de Descartes. Je vais solliciter, j'aime bien dire ça, c'est comme si je l'appelais Anselm Japp, bien, non, il n'est pas là. Je vais solliciter Anselm Japp, qui est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle notamment d'un ouvrage qui s'appelle La société autophage, qui a été publié l'année dernière aux éditions de la Découverte. Donc Anselm Japp est un auteur aussi intéressant parce qu'il c'est un des pontes un peu de la critique de la valeur qu'on utilise beaucoup, notamment pour critiquer le travail. Et donc là, dans La société autophage, il montre que Descartes est le représentant par excellence de la révolution bourgeoise. Il entend démolir le monde existant jusqu'à ses fondements pour le reconstruire selon les lois du sujet raisonnable. Donc, et un premier point, c'est que Descartes, donc je vous rappelle que Descartes se met un peu au coin du feu et puis il se dit je vais douter d'absolument tout et je vais voir si je peux arriver à une vérité fondamentale. Donc c'est le doute méthodique. Alors déjà, il opère une révolution conservatrice, c'est-à-dire il ne remet jamais en question la société, jamais en question Dieu, la religion, rien de tout ça, et il va même jusqu'à dire que mieux vaut changer ses désirs plutôt que l'ordre du monde. Je trouve que c'est un élément important à garder en tête. Mais donc plus que ça, finalement, il radicalise la séparation entre le sujet, un sujet qui serait réduit à sa seule pensée, et le reste de l'univers, qui lui serait rabaissé au statut de simple objet. Donc il opère vraiment une séparation entre la pensée et le corps, l'âme et le corps, le sujet et l'objet. Donc le moi, c'est un moi complètement abstrait. On peut douter de tout, donc je doute de mon corps, de mes sens, tout ça je peux en douter. La seule chose dont je ne peux pas douter, c'est le fait que j'existe et que je pense. C'est tout. C'est le fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis. Alors je vais vous citer une petite partie du discours de la méthode sur lequel je vais m'appuyer. Donc, puis, examinant avec attention ce que j'étais et voyant que je pouvais feindre que je n'avais aucun corps et qu'il n'y avait aucun monde ni aucun lieu où je fusse, mais que je ne pouvais pas feindre pour cela que je n'étais point, et qu'au contraire, de cela même que je pensais à douter de la vérité des choses, il suivit très évidemment et très certainement que j'étais. Je connus de là que j'étais une substance dont toute l'essence ou la nature n'était que de pensée et qui, pour être, n'a besoin d'autre lieu ni ne dépend d'aucune chose matérielle. Donc, en fait, les objets extérieurs pourraient ne pas du tout exister. Même mon corps ne pourrait pas exister. Mais mon âme, elle, oui, elle peut exister sans mon corps et sans le monde. Parce que tout ça, voilà, et même, il va plus loin, c'est-à-dire que mon corps et le monde extérieur peuvent être des chimères, en fait. Mes sens peuvent me tromper sur le monde, donc je ne peux pas, je me méfie de ce monde-là, je me méfie du monde extérieur. Il dit, sans moi, sans mon esprit, le monde n'existerait pas. Donc c'est plus qu'une opposition entre l'homme et le monde naturel, c'est une opposition entre un esprit désincarné et ce qui constitue l'être humain, c'est-à-dire son corps. Ce corps que le capitalisme, d'ailleurs, va essayer de rendre toujours plus performant, plus productif, voilà, avec les régimes alimentaires, les techniques pour réduire le besoin de sommeil, etc. Le monde extérieur est en fait quelque chose d'hostile a priori, et parce qu'il limite mon moi, il limite mon esprit, mon âme. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que donc finalement, il finit par douter de tout. Et puis en plus, quand il va reconstruire le monde, il le reconstruit en partant de juste lui, son simple esprit. Et du coup, tout le monde extérieur, peu importe finalement la conséquence de mes actes que je peux avoir sur ce monde-là, puisque en fait, il m'est hostile. Et même, voire même, si ça se trouve, il n'existe pas. Qu'il y a un détachement complet. Et c'est là un peu la naissance d'un individu moderne qui va en plus contribuer à l'émergence du capitalisme parce que ça se fait
de façon concomitante. Donc, cette vision en fait, de l'être humain, je la trouve très éclairante sur la crise écologique. Vous pouvez voir pourquoi. Donc, par rapport à la crise écologique, puis sur la société de façon plus globale. Parce que si on peut douter de l'existence du monde et des autres, et si ce monde n'a aucune importance, les conséquences de mes actes importent peu. Et le saccage de la planète, finalement, a très peu d'importance, car en plus, mon corps est une machine, et je trouverais bien une solution mécanique à un problème mécanique, finalement. Alors, au contraire, l'affirmation écologiste, me semble-t-il, s'oppose complètement à celle-ci. Le monde ne nous est pas particulièrement hostile, même si ce n'est pas non plus le monde des bisounours. Et par ailleurs, nous en faisons partie, et nous faisons partie d'une nature qu'il ne faudrait pas chercher à anéantir ou à maîtriser, ou même à contrôler selon nos désirs. Il s'agit plutôt de redéfinir en fait, notre rapport au monde et donc à notre mode de vie. Donc ce que j'essaye de dire, c'est que le développement durable, finalement, s'inscrit dans ce paradigme moderne d'un monde hostile qu'il faudrait gérer. Et c'est ça le premier problème. Ou alors d'une nature qui serait détachée de moi et qui n'est que ressource à utiliser. Voilà. Alors après, le second problème, donc, je vous ai dit, c'est que le développement, c'est la référence à des besoins actuels et aux besoins des générations futures. Donc je vous rappelle qu'ils disent un développement qui satisfait les besoins des générations présentes sans compromettre l'aptitude des générations futures à satisfaire leurs propres besoins, à commencer par les plus pauvres. Alors la question qu'on peut se poser, c'est de quels besoins est-ce qu'on parle ? Et comment est-ce qu'on définit ces besoins ? Parce que ça paraît un petit peu vague. Et la définition de ces besoins va-t-elle de soi ? Est-ce qu'il y a des besoins naturels, en fait ? C'est ça. Est-ce que chaque être humain peut dire qu'il a des besoins naturels ? Et dans ce cas-là, il suffit de faire un calcul et de faire des sommes et on arrivera à satisfaire tous les besoins. Enfin, ou pas. Donc, pour vous parler des besoins naturels, je vais parler d'une conférence qui a eu lieu, je ne sais plus quand d'ailleurs, sûrement dans les années 90 peut-être, c'est ça ? Donc avec 80. Donc avec Castoriadis, qui est le principal conférencier. Castoriadis, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un philosophe, économiste et psychanalyste grec, et qui a été fondateur notamment avec Claude Lefort du groupe Socialisme ou Barbarie. Et c'est, on peut dire, une référence dans l'écologie politique ou l'écologisme. Et donc dans cette conférence... Merci beaucoup, c'est trop gentil, merci. Alors donc il fait une conférence qu'on peut retrouver en livre qui s'intitule « De l'écologie à l'autonomie » et il est interrogé par Cohn-Bendit qui à l'époque était encore écologiste. Bon, en tout cas c'est ce qu'il laisse entendre. Et donc il fait un raisonnement intéressant sur les besoins en posant une question de départ qui est: qu'est-ce qui fait tenir la société capitaliste malgré toutes les absurdités qu'on peut voir aujourd'hui ? Malgré toutes les nuisances qu'on peut lui prêter, pourquoi est-ce que la société capitaliste tient ? C'est quand même une bonne question. Bon, alors il répond la chose suivante. Le système tient parce qu'il réussit à créer l'adhésion des gens à ce qui est. Il arrive à créer de l'adhésion au mode de vie actuel et même au mode de vie qu'on pourrait espérer, etc. Donc il arrive à créer cette adhésion malgré toutes les nuisances qu'on peut lui prêter. Alors comment est-ce qu'il fait pour créer cette adhésion ? Eh bien lui, il dit qu'il faut regarder du côté de la fabrication sociale de l'individu. Comment est-ce que la société fabrique les individus ? Bon, il y a deux aspects dans cette fabrication sociale. D'abord, l'instillation aux gens, dès le plus jeune âge, d'un rapport à l'autorité. On nous conditionne très tôt d'un rapport à l'autorité, une autorité particulière qui est que ceux qui ont le pouvoir savent. Ils savent, voilà. Bon. Évidemment, ce savoir est souvent problématique, mais en tout cas, c'est ça vraiment qu'on nous apprend.
Et du coup, on doute nous-mêmes de ce qu'on peut savoir, parce que finalement, on n'est pas au pouvoir, et on doute aussi de nos pairs, mais on regarde vachement ceux qui ont le pouvoir. Et le deuxième aspect, c'est l'instillation aux gens d'un ensemble de besoins, à la satisfaction desquels ils seront par la suite attelés toute leur vie durant. Alors, du coup, c'est particulièrement cet aspect de la fabrication sociale des individus qui intéresse l'écologisme depuis le début, qui intéresse tous les mouvements écologistes. C'est finalement cette question du coup des besoins. Et le point de départ déjà qu'il faut dire, c'est que les besoins ne sont jamais naturels. Parce qu'il faudrait déjà s'entendre sur ce que ça veut dire la nature pour nous. Et déjà rien que ça, c'est problématique. Et par ailleurs, chaque société va avoir ses besoins propres. Donc la société capitaliste a créé ses besoins propres. Mais il a fait plus que ça. Du coup, quelle est la spécificité des besoins dans une société capitaliste? Il dit 3 choses. D'abord, que le capitalisme a mis au centre de tout les besoins économiques. Première chose. Qu'ensuite, il a réussi à créer une humanité pour laquelle, plus ou moins et tant bien que mal, ses besoins sont à peu près tout ce qui compte dans la vie. Bon, ça revient au même avec qu'il a mis tout au centre. Et enfin, le capitalisme satisfait tant bien que mal les besoins qu'il crée. Et ça, cette phrase-là, selon moi, est assez majeure. Il satisfait tant bien que mal tous les besoins qu'il crée, et on peut se demander pourquoi, comment est-ce que ça se fait. Alors, on va convoquer Ivan Illich. Ivan Illich, qui est, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est un auteur qui a très très fortement critiqué la société capitaliste, mais lui qui l'appelle plutôt la société marchande ou industrielle, et qui s'est beaucoup concentré sur une critique des institutions et par le même coup des professions et des professionnels. Et donc lui, on peut dire qu'il est aussi un des fondateurs de l'écologisme ou de l'écologie politique, comme il peut l'appeler. Alors, donc à la question d'où viennent les besoins et comment les besoins sont-ils socialement produits ? Il va répondre à cette question dans un livre qui s'appelle « Une société sans école ». En réalité, le livre a été mal traduit. Le titre a été mal traduit. Ce serait plutôt « Déscolariser la société ». Et il dit finalement que les besoins sont d'abord produits par une institution particulière qui est l'école. Parce que l'école, en fait, va nous apprendre, va nous enseigner le besoin de répondre à tous nos besoins à travers les institutions. Donc c'est un peu l'agence publicitaire, il dit ça dans un autre truc. Il dit que l'école, c'est l'agence publicitaire de la société capitaliste. Et c'est l'institution par excellence qui va nous faire ressentir ce besoin de consommer les produits et services délivrés par les autres institutions. Donc sa thèse, c'est à peu près ça, c'est que l'école, c'est la nouvelle religion de notre monde, du monde moderne, et que c'est le fondement même de la société marchande, justement parce qu'elle nous fait ressentir le besoin de recourir aux autres institutions pour répondre à l'ensemble de nos besoins. Et la conséquence de ça, c'est la destruction de notre autonomie en tant que personne, mais en plus de l'autonomie de la société tout entière. Et qu'on apprend déjà à travers ce rite initiatique qu'est l'école, on apprend déjà à être des consommateurs, enfin des producteurs-consommateurs, mais en tout cas dans cette posture de passivité qui est celle du consommateur, et dont la vie est encadrée, planifiée, et qui en fait est une négation à proprement parler de la vie. Donc, ce qu'il attaque vraiment dans l'éducation, c'est la scolarisation obligatoire. Je rigole parce que parfois je leur en parle. C'est la scolarisation obligatoire. Et donc, c'est comme ça parce que tout le monde est obligé de passer par l'école, donc c'est en ça que ça va être un rite initiatique, et un rite initiatique à la société de consommation. De 3 ans. 2 ans? Ah, et même 2 ans. Ouais.
Puis voilà. Clément a créé un article très intéressant là-dessus d'ailleurs. Et donc en fait, parce que le premier problème... Parce que je répète plusieurs fois la même chose dans mon papier, donc je vais peut-être arrêter de vous... voilà. Je peux recommencer. Alors, comment est-ce qu'il fait sa démonstration de ça? Parce que c'est un peu massif quand même, comme ce truc. On se dit, bon, il le fait en 140 pages en plus. Comment est-ce qu'il fait la démonstration de ça? D'abord, il dit qu'on confond deux choses majeures. On confond l'éducation et l'école. De la même façon qu'on a confondu la religion et l'Église. Et en fait, pour lui, c'est le début de la perversion du système, en fait. Donc, non seulement on fait ça, donc en fait, on pense, en faisant ça, ça veut dire qu'on pense que l'école délivre forcément de l'éducation, et qu'en plus, ce qui est plus grave, c'est que l'école a un monopole sur l'éducation. On ne peut pas apprendre ailleurs qu'à l'école. Et du coup, ça veut aussi dire qu'il y a une méfiance dans ce qu'on pourrait apprendre à l'extérieur de l'école. Et ça va être vrai pour toutes les institutions, en fait. À partir du moment où c'est l'hôpital qui délivre la santé, où on confond les hôpitaux et la santé, l'hôpital, c'est peut-être pas le... Enfin, en tout cas, l'institution, la santé et la santé, ça veut dire que si je me soigne par des médecines alternatives ou que je prends des trucs de marabout, de grand-mère, etc., bah, attention, c'est super dangereux, ce truc. Ouais. Tout ce qui sort de cette institution n'est pas valable parce que ça n'a pas été certifié par l'institution elle-même. Mais en plus, en fait, on s'étonne beaucoup de l'inefficacité de l'institution. C'est-à-dire que l'école, au départ, ou l'éducation, enfin, l'école, au départ, est censée réduire les inégalités parce qu'on est censé apporter tous les individus au même niveau, etc. Or, en fait, il n'y a pas une année dans laquelle il n'y a pas un rapport qui est publié pour dire que l'école aggrave les inégalités sociales, etc. Et par ailleurs, tous ceux qui sont allés à l'école ont certainement des critiques à faire sur l'école. Donc l'école catalyse un très grand nombre de critiques et pourtant, en fait, on ne remet jamais en question l'école. On va remettre en question les méthodes pédagogiques, on va remettre en question le cadre, on va remettre en question tout un tas de choses, mais jamais l'école en tant que telle, parce que derrière l'école, pour nous, il y a l'éducation. C'est comme attaquer l'Église et attaquer la religion tout entière. Pour les gens à qui ça ne pose pas de problème, mais pour des gens qui sont religieux, ça pose un problème. Et il montre aussi un truc qui est assez intéressant, c'est que le besoin d'éducation n'est pas transhistorique. C'est-à-dire que ça n'a pas existé depuis toujours, en fait, le besoin d'éducation. Il place au moment de la Renaissance, où on va voir apparaître dans des livres le fait qu'on pense que tout ce que doit savoir faire ou ce que doit savoir un individu doit lui être enseigné. Mais ce n'est pas du tout ce qui existe avant qu'on ait déterminé ce besoin d'éducation. En fait, avant, les gens, ils appelaient d'ailleurs, on n'apprend pas à respirer, on n'apprend pas à marcher, etc. Les gens apprenaient au sein de leur communauté en imitant des choses ou en allant lire eux-mêmes des bouquins, etc., etc. Ah oui, c'est ça aussi l'inefficacité de l'institution, c'est parce qu'en fait, on vous dit qu'on vous apprend à lire des livres dans l'école, et donc finalement, on vous dégoûte de la lecture, et comme ça, vous êtes sûr que vous n'allez pas apprendre en plus en dehors de l'école. Donc finalement, ça crée un rejet de l'objet même qu'est l'école, et du coup on devient complètement invalide en termes d'éducation en dehors de cette institution-là. Dans sa démonstration aussi, qui est très intéressant, c'est qu'il montre qu'en fait on a marchandisé l'éducation. L'école est une institution qui marchandise l'éducation, qui marchandise même le savoir. On en a fait une marchandise. Et on a créé du coup des capitalistes du savoir, des gens qui vont amonceler tout un tas de savoir qui va être... il va y avoir un certificat qui va être le diplôme, et ce diplôme en fait va permettre de redéfinir une sorte de pyramide dans la société, où plus vous êtes diplômé, plus vous aurez le droit de monter dans la société, et en fait ça veut dire plus vous aurez le droit de consommer. En fait, il y a une corrélation entre votre niveau de consommation et les diplômes que vous pouvez avoir. C'est en ça qu'il dit que c'est vraiment la nouvelle religion. C'est comme ça, avec le mythe du mérite, etc. C'est comme ça qu'on va réorganiser toute la société. Voilà. Je pense que ça va, ça. C'est clair, non ?
Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit ça pour l'école, mais l'école, c'est le début, en fait. C'est vraiment là où on va apprendre à respecter les institutions, etc. Mais en fait, après, il y a toutes les institutions, en fait, à partir d'un moment, il y a un seuil critique. Quand elles commencent à prendre trop de place, en fait, à imposer trop de choses, il y a un seuil critique où elles deviennent mutilantes, où elles nous empêchent, elles entament nos espaces de liberté. Si on prend donc parmi ces exemples favoris, donc, il y a la santé, mais il y a aussi l'industrie du transport, l'institution du transport. En fait, on finit par confondre la circulation et le transport. Pour circuler, je peux circuler par mes propres moyens. Je peux transiter, je peux utiliser mon corps et marcher, ça n'utilise quasiment pas de calories, encore moins de CO2, voilà. Et puis c'est gratuit en plus. Mais avec l'industrie du transport, bon, alors on va plus vite, etc. Mais en fait, ce qui montre, c'est qu'à partir du moment où on va dépasser une certaine vitesse, et ben cette industrie du transport va devenir handicapante. Elle va mutiler ma capacité à circuler. Pourquoi ? Parce que les routes vont être de plus en plus grandes, donc elles vont prendre beaucoup plus d'espace, elles vont rogner sur les espaces piétonniers. En plus, pour arriver sur l'autoroute, eh ben, il faut que vous ayez un certain type de véhicule qui puisse aller suffisamment vite, ce qui veut dire qu'en fait, on exclut tous les véhicules qui vont par exemple à 20 km/h ou 30 ou 40 km/h. Donc on exclut un certain nombre de choses. Donc en fait, cette industrie va créer des besoins. D'abord, elle va créer le besoin d'aller toujours plus vite. Et en plus, elle crée le besoin que vous devez avoir les machines qui vous permettent d'utiliser le service que je vous rends. Donc en fait, elle crée elle-même les besoins, elle crée des besoins auxquels elle va répondre elle-même. Et c'est ça le principal problème, c'est que finalement, le capitalisme a réussi à travers ses institutions et à travers l'industrialisation, arrive à faire en sorte que tous les besoins, d'abord il y a des experts qui vont définir nos besoins, et en plus, à chaque fois, on va y associer une marchandise particulière. Bon, et même, donc du coup, on voit un petit peu comment sont créés les besoins. C'est pour montrer en fait que les besoins ne sont pas du tout naturels, mais qui sont bien produits, notamment par les institutions, par des professionnels en fait qui s'arrogent le monopole de définir nos besoins. Et donc c'est une sorte de cycle infernal. Et il va un peu plus loin dans sa critique des besoins, mais je la développerai moins. C'est qu'en fait, il dit que le terme même de besoin, ou en tout cas l'acception actuelle, qui est le besoin comme un manque auquel il faut absolument que je réponde, et bien en fait c'est quelque chose de moderne. L'homo economicus, donc, qui vient avec l'apparition de l'économie, l'homme moderne, et bien en fait est un être de besoin. Voilà, et le terme besoin tel qu'il existe aujourd'hui est en fait très récent. Il date du siècle dernier, et on a associé tout un certain nombre de néologismes comme évaluation des besoins, analyse des besoins, structure des besoins, et tout ça, ça veut bien dire que les besoins sont des manques que l'on peut vérifier et gérer opérationnellement en plus. Voilà, donc c'est un manque que je reconnais chez autrui et qui peut être certifié par des experts. Donc en fait, même l'utilisation du terme besoin, tel qu'on l'utilise aujourd'hui, en fait, est problématique. Voilà, donc ce que j'ai voulu vous montrer là, dans cette première partie, c'est que le développement durable s'inscrit bien dans ce paradigme moderne, qui reste dans l'instrumentalisation de la nature, qui est une conception de l'homme séparé du monde, voire pire, une absence de monde, et que la notion de développement durable continue à prétendre à des besoins naturels. Non, ça veut pas rien, c'est pas ça. Enfin, voilà, en fait, on parle de besoins naturels qui sont en fait des besoins qui sont créés par le capitalisme lui-même, par la société industrielle en fait. Donc ce développement durable s'inscrit bien dans une rationalité particulière qui est la rationalité capitaliste ou la rationalité économique. Or, cette rationalité, en fait, s'oppose à une rationalité qu'on pourrait dire écologique, et c'est ce que je vais essayer de montrer maintenant. Si on revient juste une petite minute sur ce qu'est l'économie, l'économie, c'est la science de la rareté.
c'est la science des ressources rares. Parce qu'en fait, ce qui est abondant n'a pas besoin d'être géré. Pour le moment, l'air qui reste encore respirable, étant abondant, n'a pas besoin d'être géré. À partir du moment où il va commencer à être difficilement respirable, il deviendra une marchandise, mais il deviendra une ressource rare qu'il faudra donc gérer. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et donc l'économie, l'économie calcule tout le temps et est une abstraction qu'on a créée. Et elle part bien du postulat de la rareté. L'homo economicus, donc, qui est cet être rationnel qui a été créé avec l'économie, c'est cet homme qui est dépendant de l'acquisition et de l'emploi de moyens rares. Au contraire, en fait, avant le postulat de la rareté, ça n'a pas toujours été le cas, pareil, c'est daté, l'homo economicus, c'est daté. La rareté on essayait de la circonscrire le plus possible. On faisait, les sociétés, en fait, essayaient plutôt de résister au régime de la rareté et de l'envie. On faisait en sorte qu'il y ait le plus possible d'abondance. André Gorz dit que la devise de la société actuelle, c'est « ce qui est bon pour tous ne vaut rien ». Si tu ne seras respectable que si tu as mieux que les autres. Et il affirme le contraire, que lui affirme, donc c'est ce qui serait une éthique écologiste, que seul est digne de toi ce qui est bon pour tous, seul mérite d'être produit, ce qui ne privilégie ni n'abaisse personne. Nous pouvons être plus heureux avec moins d'opulence, car dans une société sans privilèges, il n'y a pas de pauvres. Il dit ça dans Écologie et politique. Du coup, bon, alors quid de l'écologie ? L'écologie, finalement, elle apparaît, d'après André Gorz, à partir du moment où l'activité économique va détruire ou perturber le milieu ambiant, et de ce fait, lorsqu'elle compromet la poursuite de l'activité économique elle-même. On a parlé d'écologie qu'à partir du moment où il y avait des problèmes, où on avait des problèmes de ressources, comme on dit dans le vocabulaire actuel. Et donc l'écologie s'occupe des conditions que l'activité économique doit remplir et les limites extérieures qu'elle doit respecter pour ne pas provoquer des effets contraires à ses buts ou même incompatibles avec sa propre continuation. D'accord ? Donc en fait, elle permet de délimiter des seuils, des limites au développement économique. Mais donc l'écologie, c'est un peu le contraire de l'économie qui serait la science de la rareté. Elle semble plutôt suggérer le régime de l'abondance. L'écologie, le terme a été fondé par Haeckel, je ne sais pas comment on prononce, Haeckel, en 1866, qui était un biologiste philosophe allemand. Et il a créé le terme écologie à partir des deux mots grecs, oikos et logos. Et donc c'est l'étude des habitats naturels des espèces vivantes. Ou encore, on pourrait dire, c'est une science issue de la biologie qui a pour objet la relation des êtres vivants avec leur environnement et avec d'autres êtres vivants. Ça, c'est la définition de François Ramade dans Éléments d'écologie, écologie fondamentale. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que contrairement aux activités industrielles où en fait on prend un truc à la nature et après, on ne peut plus rien en faire, ce que nous révèle l'écologie, c'est que les écosystèmes naturels ont une capacité autogénératrice et auto-réorganisatrice parce que les écosystèmes sont très divers et très complexes et qui vont dans le sens de plus de complexité et toujours plus de diversité. Donc c'est pour ça que je dis que c'est le régime de l'abondance à côté de l'économie qui est plutôt le régime de la rareté. Ou même, pour rappel, le capitalisme a été... comment est-ce qu'on a pu imposer le capitalisme et donc le régime de l'économie partout, c'est en détruisant les moyens de subsistance des gens pour qu'ils puissent aller ensuite vendre leur force de travail aux industriels. Donc c'est bien en essayant d'enlever tous les moyens qui nous permettent d'être autonomes et donc créer de la rareté, notamment dans l'alimentation, le logement, etc. Alors, finalement, si on regarde l'écologie, donc ça nous dit
ça nous dit, voilà, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser, parce que sinon, à un moment, on va être dans une crise totale et finalement, on va détruire notre milieu naturel et donc on va finir par mourir. Et l'écologie nous laisse deux options, en fait. C'est les deux options d'André Gorz. D'abord, on peut juste utiliser l'écologie pour déterminer les techniques et les seuils de pollution écologiquement supportables, d'accord ? C'est-à-dire les conditions, les limites dans lesquelles le développement industriel peut être poursuivi sans compromettre nos capacités autogénératrices, enfin les capacités autogénératrices de l'écosphère. Et donc en fait, si on prend cette option-là, ça veut dire qu'on reste en fait dans la rationalité économique. On peut prendre juste l'écologie pour rester dans la rationalité économique, juste pour mettre des limites à notre développement. On prône en fait, en faisant ça, une gestion rationnelle à long terme des ressources naturelles et on va faire des politiques de préservation du milieu naturel, de ce qu'on appelle l'environnement, qu'on va ménager aux deux sens du terme, au sens du management, donc de la gestion, à proprement parler, au sens de ménagement, faire en sorte qu'elle reste comme ça. Mais du coup, si on veut faire ça, juste ça, ça veut dire qu'on va mettre en place, donc pour mettre en place ces politiques de protection de l'environnement, on va mettre en place une hétérorégulation, c'est-à-dire qu'on va réguler les ressources naturelles par une entité extérieure. On va développer un certain nombre de contraintes, et donc en fait il va y avoir toute une bureaucratie, une technocratie, une expertocratie qui va se développer par rapport à ça, et c'est exactement ce dans quoi nous vivons en fait. C'est exactement ce qu'on a choisi, c'est attention, bon, alors dans une moindre mesure, hein, puisque tout ce qu'on fait n'a un impact, enfin, ne permet pas de limiter le réchauffement de la planète, etc., etc. Mais en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. La RSE est un super exemple de ça. On exige des entreprises qu'elles fassent plein de rapports, donc elles font plein de rapports. Aujourd'hui, l'écologie est un truc où on va avoir plein d'indicateurs, on va calculer plein de choses, on va mettre en place un certain nombre de normes de plus en plus contraignantes, aussi autant pour les citoyens lambda que pour les entreprises, etc., etc. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. En fait, c'est l'option un peu développement durable, mais il y a un danger clairement là-dedans, c'est le danger d'un technofascisme ou d'un fascisme vert. Parce que à partir du moment, dans quelques années, on verra en 2050, ce serait cool que d'ici là on prenne la deuxième option, hein, que je vous présenterai juste après. Dans quelques années, quand à un moment on ne pourra vraiment plus faire autrement, ou s'il y a un effondrement, enfin je ne sais pas quoi, en fait, on n'est pas du tout à l'abri que l'État ou une autre structure supranationale mettre en place des contraintes, des mesures extrêmement contraignantes et mettre en place une dictature au nom de la préservation de l'environnement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que cette option est une inquiétude un peu de la société. On le voit à travers toutes les séries qui peuvent exister sur des séries ou les films, cette prise de pouvoir de gens qui disent « Ah mais non, mais il faut exterminer la moitié de la population, etc. etc. » Bon, donc ça c'est l'option pas très sympa, mais en même temps c'est l'option dans laquelle on est aujourd'hui, clairement. Et l'autre option, c'est ce qu'on va appeler l'écologisme, en fait. L'autre option, c'est plutôt l'option politique. Et ça va être l'option de lutter contre la destruction de la culture du quotidien. C'est-à-dire, on ne va pas se contenter de lutter contre on va d'abord, en effet, lutter contre la destruction de notre milieu. Comment on dit déjà ? De notre milieu, j'aimerais pas dire un mot, voilà, de notre milieu de vie. Bon. D'accord, donc c'est-à-dire au sens écologique. J'essaie de ne pas dire justement environnement, ressources naturelles, etc. Pour bien montrer qu'on est dans un autre paradigme. Donc on va en effet essayer de résister face à la destruction de ce milieu de vie. Mais on ne va pas faire que ça, on va aussi lutter face à la destruction et on va même essayer de reconstituer notre monde vécu. Donc le but de l'écologisme, c'est pas seulement la préservation de l'environnement, qui est clairement pas du tout satisfaisant, rien que de sa formulation,
Mais on va aussi faire en sorte de recouvrer de l'autonomie, tant individuelle que collective, dans notre monde. Enfin, reprendre la main sur notre monde vécu, en fait. Donc, cette culture du quotidien qu'il faut essayer de retrouver, c'est les savoirs, les savoir-faire qui sont intuitifs, qui sont vernaculaires, dirait Ivan Illich, c'est-à-dire les activités que peuvent avoir les gens hors marché, ce qu'on fait en dehors du marché, voilà, et ce qui est relatif aussi à un peuple qui est particulier. Et c'est là où en fait on retrouve cette idée de biodiversité. En fait, une communauté va vivre d'une certaine façon, mais ce ne sera pas la façon de vivre de la communauté à côté, etc. Ce qui est l'inverse du développement, hein, parce que derrière le développement, qui est l'espèce de lutte contre la pauvreté, machin, en fait, c'est un truc très occidentalocentré, qui est raciste même, et qui est cette imposition d'un modèle unique à l'ensemble de la planète, et qui, à proprement parler, détruit cette culture du quotidien, détruit la vie vernaculaire. Voilà. Donc la défense, finalement, donc si on prend l'option écologiste, de l'écologisme, parce que l'écologisme c'est plus compliqué, de l'écologisme en tout cas, c'est la défense de la nature, mais d'une nature qui est comprise comme la défense d'un monde vécu, lequel se définit notamment par le fait que le résultat des activités correspond aux intentions qui les portent, autrement dit que les individus sociaux y voient, comprennent et maîtrisent l'aboutissement de leurs actes. Et ça à proprement parler l'autonomie, c'est-à-dire on fait des choses, on sait pourquoi on les fait et on maîtrise ce qu'on fait. Ce qui aujourd'hui en fait est de moins en moins le cas, justement par rapport à ce qu'on a vu avant, de la destruction des espaces de liberté par des institutions qui deviennent des institutions mutilantes. Et donc c'est bien ça le but. Alors évidemment c'est compliqué parce qu'on est dans un monde de plus en plus complexe, etc. Donc ça demande une rupture assez importante de pouvoir reprendre en main ce monde vécu et du coup de comprendre et de maîtriser l'aboutissement de nos actes. Et donc ça, c'est la lutte du coup contre le règne des experts, contre la substitution de rapports marchands, de clientèle, de dépendance face à la capacité d'autonomie et d'autodétermination des individus. Alors j'ai mis un attention, mais parce que non, parce que du coup, voilà, parce qu'il y a c'est attention. Ne pas croire qu'en fait, il y a juste le pouvoir économique qui nous imposerait un certain nombre de choses et l'État qui serait garant d'un bien commun ou des communs, etc. C'est pas du tout le cas, en fait. Hein. C'est bien l'État, on parlait de l'école, des transports, etc. En fait, c'est des institutions qui sont étatiques et ça ne change absolument rien, en fait. C'est, au contraire, même. Voilà. Donc, comment faire pour combiner, je vais finir là, hein. Comment faire pour combiner autonomie, le fait de pouvoir être autonome, mais aussi de la nécessité, c'est-à-dire reproduire nos moyens d'existence, et le respect des écosystèmes. La réponse de l'écologisme, c'est d'abord de sortir de la rationalité économique. Bon, c'est pas super facile à faire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Finalement, en fait, il y a des solutions assez faciles dans le fait de reprendre en main, d'avoir la main vraiment sur les différents pans de notre société, notamment arrêter d'être juste dans la posture de consommateur, mais redevenir des producteurs librement associés, où on définit nous-mêmes ce qui est suffisant pour nous. En fait, aujourd'hui, avant, les gens produisaient ce qui était suffisant pour eux. Ils travaillaient pour produire ce qui était suffisant. Or, aujourd'hui, on ne travaille pas pour ce qui est suffisant, on travaille pour une certaine rentabilité économique. Alors, il faudrait retourner sur ce suffisant, mais en fait, c'est très difficile de retourner au suffisant, parce qu'on n'a plus du tout de point de repère. Ça fait trop longtemps qu'on est dans la rationalité économique. Donc, ça veut dire, pour retrouver cette limite du suffisant,
il faudrait l'instituer, et c'est là le retour du politique, c'est-à-dire discuter, nous, communauté, en sens de on vit là, donc on représente une communauté, et instituer ensemble ce qui est suffisant pour vivre et donc ce qu'on doit produire en quantité suffisante. Et ça peut être la même chose pour un certain nombre, pour notamment la vitesse en fait. On pourrait dire quel est le seuil de vitesse qu'on est prêt à accepter. Avec l'idée derrière que quand on dépasse un certain seuil, et en fait le transport devient mutilant pour nous. Donc c'est accepter en fait, c'est pouvoir mettre des limites nous-mêmes à tout ce qui est aujourd'hui service dont on est simplement des consommateurs. Et sortir de cette roue un peu infernale où finalement c'est des experts qui vont, si je prends le réseau de transport, c'est des experts en transport qui vont regarder le réseau de transport et leur seul objectif, ça va être d'optimiser tout le temps le réseau de transport et faire en sorte que ça aille plus vite, que ce soit le plus fluide, etc., etc. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas envie d'autre chose, on n'a pas envie que ça ralentisse, notamment. Voilà, alors je vais conclure. L'écologisme, donc, c'est d'une part la critique de la destruction du milieu de vie au sens écologique et d'autre part, cette reconstitution d'un monde vécu, le fait de recouvrer des espaces de liberté, d'autonomie, dans lesquels on définit nos propres normes et nos besoins, et ce qui suggère donc la sortie de cette passivité. Voilà. Et Illich parle, je terminerai là-dessus, d'une expression que je trouve jolie, serait de revenir à de créer une économie de subsistance moderne. On reviendrait à une économie où on peut subvenir à nos propres besoins, mais sans renoncer aux technologies modernes, ou en tout cas en les limitant. C'est-à-dire qu'on fait la distinction entre des technologies qui sont conviviales et des technologies qui ne le sont pas. C'est-à-dire une technologie qui est conviviale, c'est une technologie qui me permet de m'émanciper, qui va stimuler ma propre autonomie. Voilà.